après avoir précisé en quoi consistait le concept spinoziste de puissance, après avoir précisé pourquoi nous avons insisté sur cette définition, qui vient compléter la définition bodinienne de la souveraineté, c'est de là que nous étions partis. Il s'agit de comprendre en quoi consiste la souveraineté, pour comprendre ce que la doctrine socialiste en a fait, pour comprendre ce que Wang Runing, lecteur de Jean Bodin, en a fait. Bon, alors aujourd'hui, je vous propose de continuer cette analyse de la puissance, du concept de puissance, qu'on peut déceler dans le vocabulaire de Xi Jinping dans ses discours officiels. On y décèle clairement un indice de cette réflexion vitaliste sur la puissance. À côté d'une liste de termes indécidables et qu'on pourrait traduire aussi bien par pouvoir que par puissance, tels que, par exemple, le terme zhuquan, qu'on peut traduire par puissance, ou pouvoir, ou souveraineté, ou zhuangda, pour parler de la puissance ou du pouvoir militaire, ou d'autres adjectifs courants tels que li zheng, ou tianquan, ou quanli, ou shili, weiquan, xiong, etc. Un verbe expressif revient très souvent sous la plume de Xi Jinping. C'est le terme hongyang, qui signifie faire rayonner. On le trouve dans les expressions récurrentes telles que faire rayonner cet esprit national, faire rayonner l'esprit des routes de la soie, faire rayonner l'esprit de la longue marche, etc. Beaucoup d'expressions contiennent ce verbe hongyang, faire rayonner. Non seulement ces occurrences abondent, mais elles sont renforcées par tout un champ lexical de l'action, du développement, en chinois fajian, de la croissance, de la vitalité, lisible dans de très nombreux titres de discours, par exemple « ouvrir de larges perspectives », etc., etc., « promouvoir de façon synergique », etc., etc., « porter haut le drapeau du socialisme à la chinoise », etc., etc., « approfondir », etc., fournir de grands efforts, etc., accroître notre effort, etc., faire éprouver aux masses davantage de satisfaction, etc., oser s'imposer une révolution, etc., etc. Vous voyez tous ces verbes. Donc, aucun de ces discours de Xi Jinping n'exalte la force d'empêcher ou de contraindre, ni ne fait l'apologie d'une répression. Il ne s'agit pas de soumettre, de subjuguer, de dominer, et encore moins de venger. Il ne s'agit pas de réagir, d'être affecté passivement, comme dirait Spinoza, mais toujours d'agir. Non pas réagir, mais agir, c'est-à-dire être soi-même cause adéquate des effets produits, pour parler en langage spinoziste. La lecture des discours de Xi révèle surtout le style d'une surabondance de force, affirmant sa confiance dans la vie, distincte donc d'une simple rhétorique du pouvoir. On n'y trouve aucune diabolisation, aucune passion triste, pour parler comme Spinoza. Ainsi, lorsqu'il évoque le passé colonial ou les difficultés présentes de la Chine, Xi Jinping s'épargne toujours le ton de la plainte, et la douleur évoquée ne se transforme jamais en colère, ni ne tourne à l'accusation. Je laisse donc à la charge des détracteurs le soin de produire la preuve de discours haineux ou accusatoires, même quand il évoque les vices du parti que la lutte anticorruption doit combattre. Le style de Xi Jinping souligne les exhortations et transmute le registre du pouvoir, toutes les menaces implicites, par une rhétorique qui exalte la pleine positivité du conatus, pour parler comme Spinoza, c'est-à-dire le désir d'une vie meilleure, pour parler comme Xi Jinping. Ce thème d'une vie meilleure revient très souvent dans les textes. Et là, je vous renvoie, pour ne donner qu'une seule référence, au tome 1, page 514. L'expression est d'ailleurs en gras dans la traduction des éditions du Peuple, ce qui est tout de même très rare. Même quand le vocabulaire des problèmes brûlants de la lutte des classes transparaît, je pense par exemple à ce qu'on peut lire à la page 15,
dans le tome 1 de la gouvernance de la Chine, ce problème ou ce vocabulaire est immédiatement réinséré et réinterprété dans le vocabulaire de la prospérité, des fruits du développement, je cite Xi Jinping, de l'harmonie, de la créativité, je cite encore de la vie heureuse, de la paix, je cite encore du bon ordre, de la coopération, de l'esprit gagnant-gagnant, je cite encore de la construction d'un monde harmonieux marqué par la paix durable et la prospérité commune, etc., etc. Tous ces termes agrégés dans la seule page 15 du tome 1 de la gouvernance de la Chine sont un exemple du sens philosophique que produit cette rhétorique de la puissance. Et on reconnaît ici, comme chez Spinoza, l'importance du registre affectif lié à l'expression de la puissance, tel que Spinoza l'avait souligné, notamment dans la troisième partie de l'éthique, en développant une théorie des sentiments, non seulement pour les décrire d'un point de vue théorique, ils sont corrélés à des variations qu'ils permettent de diagnostiquer, mais aussi parce que, d'un point de vue pratique, ces sentiments produisent des effets quasi thérapeutiques, individuels et collectifs, contribuent au but que vise la puissance activement ou passivement, selon qu'elle augmente ou qu'elle diminue. Vous vous souvenez que Spinoza définit la joie comme une augmentation de la puissance et la tristesse comme une diminution de la puissance. Bon, je cite Spinoza, éthique 3, définition 2. Je dis, dit Spinoza, que nous sommes actifs lorsque, en nous ou hors de nous, il se produit quelque chose dont nous sommes la cause adéquate, c'est-à-dire lorsque de notre nature il suit en nous ou hors de nous quelque chose que l'on peut comprendre clairement et distinctement par elle seule. Mais je dis au contraire que nous sommes passifs lorsqu'il se produit en nous quelque chose, ou que de notre nature suit quelque chose dont nous ne sommes que la cause partielle. Ce propos est très important et permet de comprendre pourquoi le haineux accuse le monde, tandis que le joyeux, et vous vous souvenez que Xi Jinping, celui qui toute sa vie, jusqu'à ce qu'il soit nommé premier secrétaire du parti, avait signé ses articles « Zhe Xing, le philosophe joyeux », le joyeux, c'est celui qui choisit d'être la cause adéquate des discours et des actes qu'il produit. Alors à tous les sinologues professionnels tels que Alice Ekman, Emmanuel Lenko, etc., qui voient dans le discours chinois ou sa stratégie une volonté de vengeance, une haine quelconque, eh bien je dis montrez-moi les textes, montrez-moi les signes qui le prouvent. Voyez qu'ici je me livre à un exercice d'explication de texte de la page 15 du tome 1 de la gouvernance de la Chine, j'aurais pu en prendre d'autres, et je n'y trouve aucune trace de ce que Spinoza pourrait appeler des passions tristes, en dépit du rappel des traumatismes qu'a vécu la Chine. Il n'y a dans le discours actuel de ses gouvernants aucune trace de ces passions tristes. Aucune plainte, récrimination, accusation, et encore moins volonté de vengeance. Mais peut-être que je me trompe et que je n'ai pas bien lu ou que je n'ai pas tout lu. En ce cas, il faut nous le montrer, il faut me le montrer, sinon on risquerait de réduire la géopolitique à une psychologie de bas étage, à des projections psychologiques, c'est-à-dire qu'on risquerait de réduire la géopolitique à une sous-partie de la psychologie ou de la psychiatrie. Et cela pourrait à la limite faire rire, si cela n'augmentait pas les risques de guerre, si cela ne nous conduisait pas plus ou moins directement à la guerre. Or, vous le savez, c'est le chemin que nous sommes en train de prendre. Le problème dans la guerre ou dans n'importe quel conflit quotidien, interindividuel, vous l'avez certainement déjà observé, le problème c'est que nous n'écoutons plus ce que les autres disent, nous ne saisissons de leur discours que ce qui tend à confirmer nos préjugés, nous avons tendance à renforcer des biais de confirmation, et vous avez compris que pour en sortir, la méthode que je propose, c'est d'en revenir à l'analyse littérale des textes. Que dit littéralement chacun et comment éviter les projections, c'est-à-dire les procès d'intention qui ne font qu'aggraver les malentendus.
Je finis ce commentaire en concluant qu'il est regrettable que nous ne mobilisions pas davantage cette distinction du pouvoir et de la puissance dans notre vie quotidienne, et que ni les psychologues véritablement, ni les juristes ne fassent un usage suffisant, du moins en Occident, de cette distinction. Chez les juristes, la distinction est quasiment inexistante, enfin je ne l'ai trouvée dans aucun texte, chez aucun juriste ni philosophe du droit. Je n'ai trouvé dans la littérature du droit constitutionnel aucun commentaire juridique qui évoque cette distinction, dont vous commencez pourtant, j'espère, avoir la pertinence pour définir la politique et pour comprendre les rapports conflictuels qui opposent les hommes. Bon, je vous propose de nous retrouver très vite pour parler notamment de l'originalité de ce style de Xi Jinping par rapport à celui de ses prédécesseurs en ce qui concerne l'affirmation de la puissance et le refus des passions tristes en politique. Belle journée à tous en attendant.